Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Pour la relance post-Covid, la bonne nouvelle qui vient du FMI, l'institution octroie 87 milliards environ au Cameroun, alors que se tient demain une session du Cameroun Business Forum pour booster l'économie. Annonce et contexte en tête du journal. Pour la mémoire, le Cameroun se souvient de la catastrophe des Eka. Nous irons en pèlerinage sur le site du drame 4 années après. Pour une nouvelle impulsion, les Lions A' reçoivent un nouvel encadrement technique, un trio que conduit Martin Tungumpile. Le profil des trois messieurs est à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. L'économie nationale a du plomb dans l'aile. On le ressent jusque dans le panier de la ménagère. Le Covid-19 impacte négativement les entreprises, parfois jusqu'au dépôt du bilan. Le gouvernement et le secteur privé évaluent les conditions de la relance demain jeudi au cours de la 11e session du Cameroun Business Forum. Le CBF, délocalisé et restreint, pour cause précisément de pandémie, la rencontre se tient à l'immeuble Étoile sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Lucrèce Mbenga plante ici le décor de ce CBF 2020. C'est un secteur privé étranglé par le Covid-19 qui rencontre le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, ce jeudi dans le cadre de la 11e édition du Cameroun Business Forum. Tenu en respect par les charges, la baisse du chiffre d'affaires, la diminution de la production, les opérateurs économiques trinquent. À leur malheur s'ajoute la méfiance et la prudence des banques qui serrent la vis en matière d'analyse des risques relativement au remboursement et à l'octroi des crédits. Conséquence, de nombreuses entreprises tournent au ralenti quand elles ne mettent pas la clé sur le paillasson. Mais il faut dire que ces effets pervers du Covid-19 ont rencontré un climat des affaires imparfait. Les opérateurs économiques souhaitent de ce fait que les lignes bougent au cours de ce CBF. Une accélération des recommandations éditées par le patronat qui permettrait un accroissement, une promotion des investissements nationaux et des investissements directs étrangers. Le positionnement du Cameroun dans le classement Doing Business. La réduction et la simplification des procédures, notamment en termes de délais et de coûts. Il y a des recommandations qui visent à renforcer les capacités financières de la Banque camerounaise et des PME, la mise en place effective de la Commission nationale de lutte contre la contrefaçon. Signalons que le CBF est un cadre de concertation voulu par le gouvernement camerounais et dont les recommandations devraient servir d'accélérateur pour le monde des affaires. Je rappelle que le thème retenu pour ce 11e CBF est environnement des affaires à l'épreuve du Covid-19. Le CBF est créé en janvier 2009 avec le concours de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. C'est la principale instance de dialogue entre l'État et le secteur privé. Le Cameroun Business Forum qui a pour mission de promouvoir le renforcement de la concertation entre les pouvoirs publics et les milieux d'affaires, l'amélioration du climat des affaires et l'appui au développement du secteur privé. Il s'agit également pour ces assises du 22 octobre 2020 de participer de la dynamique des réformes orientées vers le développement du secteur privé, considéré comme le moteur de la croissance et principal pourvoyeur d'emplois. Ce sont des précisions apportées par le professeur Séraphin Magloire Fouda. Signalons à la suite de cette annonce que pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, cette 11e session du Cameroun Business Forum sera retransmise en direct sur nos diverses antennes, à la CRTV News, sur CRTV News d'abord, au canal 306,
Sur CRTV Web, ensuite sur CRTV FM 94, sur le poste national, la radio, et également sur CRTV Littoral, la direction régionale de la CRTV à Douala. Je vous le disais tout à l'heure en titre, et cela apporte certainement un baume sur cet environnement économique immédiatement après cette annonce du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ce 21 octobre, c'était hier. Il annonce que sur très hautes instructions de son Excellence Paul Biya, président de la République, le gouvernement a sollicité et obtenu du Fonds monétaire international, le FMI, l'accès à une deuxième tranche de la facilité de crédit rapide. Le conseil d'administration de cette institution, réuni ce mercredi 21 octobre 2020, c'est donc aujourd'hui plutôt, à Washington DC, a approuvé le décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 110,4 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 87 milliards de francs CFA, portant ainsi à 222,6 milliards de francs CFA le montant total des appuis budgétaires du FMI depuis le début de cette année. Cette décision des administrateurs du FMI vient ainsi renforcer la crédibilité du Cameroun vis-à-vis des partenaires techniques et financiers au regard des efforts entrepris par le gouvernement sur les très hautes instructions du président de la République et sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Covid-19. En effet, afin d'accompagner certains secteurs touchés par la crise économique et sanitaire et renforcer la résilience des ménages, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, parmi lesquelles les mesures de soutien aux activités économiques et à la trésorerie des entreprises, ainsi que des mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages. Ces mesures ont notamment permis d'atténuer les effets de la crise sanitaire sur le secteur productif, de préserver les emplois et de renforcer la résilience de notre économie. Sous la coordination du Premier ministre, le gouvernement reste engagé à maintenir la dynamique de ces réformes en vue de la concrétisation de la politique des grandes opportunités de son Excellence Paul Biya, président de la République. C'est donc une annonce communiquée signée par le ministre des Finances ce mercredi 21 octobre 2020. C'est le ministre Louis-Paul Motazé. Et un secteur qui reçoit un coup de pouce, c'est le secteur touristique. Le tourisme fortement sinistré reçoit ainsi la somme de 1,7 milliard de francs CFA. C'est une enveloppe allouée aux acteurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Comment donc cette enveloppe issue des fonds Covid déjà existants au Cameroun sera-t-elle répartie aux bénéficiaires? Voici les explications de Oswald Modon. Touché de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19, le secteur du tourisme au Cameroun a aujourd'hui 1,7 milliard de raisons de retrouver le sourire. La manne de l'État vient ainsi amortir le choc de la pandémie. C'est à peine 2, 3, 4% de chiffre d'affaires par mois. Avec ça, on ne peut même pas payer les charges. Je tiens déjà à saluer les pouvoirs publics. Du montant alloué au secteur, les établissements hôteliers empocheront 810 millions de francs CFA. Ils sont répartis en 6 catégories avec des modalités précises. Sur la table des restaurateurs, 190 millions de francs CFA sont mobilisés, avec là aussi des modalités strictes pour y prétendre. Nous devons préparer déjà la chaîne qui va arriver et on ne peut pas tourner avec 3-4 employés. Éligibles également pour la cagnotte, les agences de voyage, sous condition tout de même, tout comme les guides touristiques qui recevront 40 millions de francs CFA. Mais au-delà de ces modalités, tous les prétendants au fonds Covid devront mettre à disposition certains documents, dont un dossier fiscal, les quittances impayées d'eau et d'électricité, ou encore le dernier bulletin de solde des employés. Remember Ezeka, le Cameroun se souvient
4 années après cet accident grave, accident ferroviaire du 21 octobre 2016, le drame qui a coûté la vie à 80 compatriotes et fait plus de 500 blessés selon les chiffres officiels. Le président de la République, on se souvient, avait immédiatement instruit une prise en charge des victimes et des familles. Aujourd'hui, les survivants n'ont pas oublié. Voici l'évocation de Agnès Solange à Bessolo. Ce 21 octobre-là, en 2016, 80 personnes ont pris un ticket aller simple, un voyage sans retour qui a coûté la vie aux hommes, aux femmes et aux enfants. Parmi les 500 blessés, les 2 tiers ont vu leurs membres amputés. 7 personnes ont disparu. Une catastrophe qui aura malheureusement à tout jamais modifié les habitudes de ceux qui sont restés en vie. Je me souviens, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à demander pardon à beaucoup de gens. Oh gars, si je t'ai fait ceci, pardonne-moi. Maman, si je t'ai fait comme ça, parce que tu te rends compte de l'importance de la vie. 4 années sont passées pourtant, le souvenir reste vif. Quand je me baisse, je trouve que je suis assis sur le corps d'une dame qui avait, tout le haut de son corps enfui dans la boue, inerte. C'était de très jolies jambes quand même. Avec humour, lui, Kopo, transcende. Une thérapie peut-être. La commission d'enquête mise sur pied par le président de la République au lendemain de ce grave accident ferroviaire avait établi les responsabilités des uns et des autres. Et le chef de l'État avait tout de suite décidé de la prise en charge des victimes et des familles en ordonnant le déblocage d'une somme de 1 milliard de francs CFA. Merci à l'État camerounais pour la prise en charge. N'eût été le gouvernement, beaucoup ne seraient plus de ce monde. Le 26 septembre 2018, l'entreprise mise en cause était condamnée pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour activités dangereuses. On se souviendra toujours des disparus. Et je signale à la suite de cette évocation ces actions sociales de la Camraille, des cérémonies de remise de kits scolaires et des bons d'achat à la centaine d'orphelins de cet accident ferroviaire. L'initiative, la 4e du genre, vise à apporter un accompagnement symbolique aux descendants des victimes de cette catastrophe. Ouvrons à présent le dossier du 20h30 pour dire attention, tout cela tue. On a de cesse à chaque saison de tirer la sonnette d'alarme contre la dépigmentation volontaire de la peau, mais le phénomène continue d'avancer. Hommes et femmes aspirent à un teint plus clair que nature et investissent parfois des sommes faramineuses dans cette opération, de l'argent pour acheter la mort parfois jusqu'au cancer. Irène Janafouda livre ici les différents procédés et leurs coûts. La femme au teint naturel devient la perle rare et celle qui fait peau neuve à volonté soigne son image à prix fort. Cette clientèle qui peut s'offrir une gamme variée de produits dépigmentants en vente libre sera toujours la bienvenue dans les instituts de beauté où les coûts sont en fonction du degré de clarté souhaité. Je compose les laits de 35 000, 65 000, 90 000 et 120 000. Dans les soins éclaircissants, il y a un gommage, un masque aussi éclaircissant. Il y a le hammam, il y a le sauna, il y a des injections à partir de 50 000, 150, 250 000. C'est après 3 mois qu'on renouvelle. Pour les injections, les résultats, c'est après 1 mois. Pour les crèmes, c'est après 3 mois. Ma plus grande clientèle, même actuellement, c'est des hommes. C'est le goût du risque, puisque des complications infectieuses et non infectieuses collent à la peau de ces Amazones qui effacent les traces de la mélanine. On peut avoir des infections superficielles, cutanées superficielles, qui peuvent être très fréquentes, répétitives, parce que le système de défense local de la peau a été détruite par le fait de la dépigmentation. Dans le cadre des complications non infectieuses, on peut avoir des cancers de la peau. La dépigmentation volontaire à laquelle adhèrent aussi bien les femmes que les hommes finira tôt ou tard par avoir leur peau. Malgré ces avertissements répétés, la pratique a de beaux jours devant elle, encouragée au Cameroun par une publicité à outrance et des considérations sociales qui valorisent ces déviances. On préfère, dit-on, la femme au teint clair et plus grave encore, la loi n'interdit pas explicitement la publicité qui fleurit et prospère partout sur les produits décapants. L'enquête à Yaoundé, Daniel Monanga.
Elle fait irruption toutes les 3 publications sur le réseau social bleu. La promesse de beauté captive jusqu'à forcer l'arrêt et parfois l'intérêt. La constante que les femmes aient elles-mêmes déjà envie d'être plus brunes et observées. Et donc si des fabricants de cosmétiques choisissent ce couloir, c'est parce que certainement ils ont observé sur le plan social que c'est une niche marketing qu'on peut exploiter. Accès à un degré supérieur de beauté au matraquage publicitaire, la loi de décembre 2006 ne l'interdit pas explicitement, à moins d'insister sur ce que suggère cette affiche que relaie. Articles 23 et 24, la dangerosité des produits, peut-être. Quand une publicité fait polémique, le ministère de la Communication a des brigades de contrôle de la publicité qui doivent faire leur travail. De l'autre côté, le ministère de la Santé doit prendre le problème au sérieux. Le débat est si décapant que certaines positions s'assument mal en public. Tout à fait autre chose dans le journal. Le facilitateur de la République fédérale d'Allemagne pour le partenariat des forêts du bassin du Congo poursuit son plaidoyer au Cameroun. Christian Roch était reçu en audience ce mercredi par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, avant des échanges avec les membres du REPAR, le réseau des parlementaires pour la gestion durable de ces écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Le compte rendu de ces séances de travail avec Pluchéry Athé. Au cours de cet entretien, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, et le facilitateur allemand Christian Roch se sont accordés sur les mécanismes à mettre en place pour une meilleure gestion des forêts dans le bassin du Congo. Ma tâche est la facilitation d'une politique de conservation, mais en même temps de faciliter un aménagement du territoire durable. Après l'audience avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le partenaire allemand a dévoilé sa vision aux membres du REPAR Cameroun. Nous pensons qu'il est important de poursuivre ces échanges afin d'aboutir à une position commune sur les moyens à mettre en œuvre pour protéger nos forêts. Nous espérons que le partenaire va continuer à appuyer le REPAR afin que nous puissions répondre des populations. Christian Roch a été nommé facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour la période 2020-2021. Je vous amène dans le nord-ouest pour évaluer les premiers fruits de l'opération Bamenda Clean. La capitale régionale du nord-ouest respire un peu mieux. La vie reprend son cours normal, même dans les quartiers dits chauds et dangereux. On y entend de moins en moins des coups de feu. C'est que l'armée camerounaise est efficacement à l'œuvre sur le terrain à Bamenda. Retrouvons sur place Emmanuel Koloko. Nous sommes dans une rue de Foncha Street au 3e arrondissement de Bamenda. Le calme est perceptible. Nous l'allongeons jusqu'au marché périodique de Bilofonta, situé dans un carrefour qui était souvent attaqué par des individus venus de Moulins ou de Tassin, deux fiefs des combattants séparatistes de la ville des riverains. Ici, les commerçants vendent leurs produits dans la sérénité. Plus loin, au carrefour du Rendez-vous Junction dans le 2e arrondissement, l'ambiance est perceptible. L'opération Bamenda Clean, initiée par l'armée camerounaise, peu avant le 1er octobre, porte ses fruits. Il y avait l'assassinat, les enlèvements, le coup de feu. Mais depuis un temps là, il est difficile maintenant d'entendre ça soit dans la nuit, soit dans la journée. Au carrefour menant à l'hôpital régional de Bamenda, les populations semblent plus sereines et les forces de l'ordre et de défense montent la garde pour prévenir le danger, souvent spontané à Bamenda. L'armée camerounaise qui exporte la qualité de sa formation, le label de cette formation militaire était exposé ce mercredi à une délégation de l'école de guerre de l'armée nigériane. La délégation reçue à l'ESIG, l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, qui forme en ce moment des militaires de l'armée nigériane. Une coopération Cameroun-Nigeria sur le plan militaire qui, dirait-on, coule de source. Pierre Evembe.
L'école de guerre de Yaoundé-Simok est devenue au fil des faits d'armes une référence dans le domaine de la défense. Plus de 664 militaires de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique ont été moulés à cette école qui met la stratégie au service de la paix. Le Nigeria, dont une bonne frange d'officiers a été formée ici, bénéficie des savoir-faire et savoir-être procurés par l'encadrement de cette institution. En ce moment, une dizaine de stagiaires de ce pays, pensionnaires de l'ESIG, ont été ravis par la présence de la délégation de 15 officiers de la Nigerian Air Force War College, conduite par le général Olufemi Babainde Odeinde, venu apprécier la qualité de l'offre infrastructurelle et professionnelle qui fait la fierté de l'école de guerre et du Cameroun tout entier. Le colonel Pierre Lotiti Okap, commandant de l'ESIG, a salué cette initiative qui renforce la coopération entre les deux pays. La Chambre nationale des experts criminels du Cameroun entend saisir dans les tout prochains jours l'ONU sur le sujet du rapport des experts du Haut Commissariat aux droits de l'homme en ce qui concerne la réaction du gouvernement camerounais face à l'insurrection déguisée du 22 septembre 2020. Au cours d'un point de presse ce mercredi à Yaoundé, le président de cette chambre, maître Steve François Olinga, expert criminaliste international, a ainsi présenté la contre-expertise camerounaise qui est maintenant entre les mains du ministre de la Communication ce soir, Augustin Guizana. Les membres de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun ont présenté la contre-expertise du rapport des experts du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les événements du 22 septembre 2020 au Cameroun. Sur le fond comme sur la forme, les experts indiquent qu'il s'agit d'un document mensonger, manquant d'objectivité, de quoi indigne la Chambre. Je m'avais posé la question à ces experts s'ils ont déjà mis les pieds en deux côtés. De ce fait, la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun entend saisir l'Organisation des Nations Unies. Dans ces faits réels que nous allons présenter au commissariat des Nations Unies, nous allons nous rassurer que les conséquences soient tirées. La contre-expertise a été transmise séance tenante au gouvernement camerounais par l'entremise du représentant du ministre de la Communication. Notre pays, alors qu'il est, a besoin des génies de toutes ses filles et de tous ses fils. La Chambre nationale des experts criminels du Cameroun dit avoir pris une initiative patriotique face aux velléités déstabilisatrices observées ces derniers temps sur le Cameroun. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Comme tous les soirs au journal, nous allons faire maintenant le point de la riposte nationale contre le Covid-19. Le coronavirus qui persiste au Cameroun, mais le pays a maintenant une arme plus efficace encore dans son carquois. Il s'agit du lait maternel qui serait une mine d'or, une source d'anticorps et de protéines antivirales contre le coronavirus. Plusieurs études scientifiques, nous dit-on, l'affirment. Allons le vérifier ce soir avec le docteur Brigitte Wanji. Elle est l'invitée de Évariste Eyenga qui est déjà en poste au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre invité. Comment expliquer cette découverte sur les apports du lait maternel contre le Covid-19 ? Bonsoir Adèle, explication avec le docteur Brigitte Wanji qui est gynécologue et obstétricienne, mais retenez déjà que l'une des pépites de cette mine d'or, il s'agit des anticorps produits par le lait maternel. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Dites-nous comment le lait maternel contribue à lutter contre l'infection à coronavirus. Oui Évariste, le lait maternel contient les anticorps.
Et chez les femmes qui ont été en contact avec le virus, on a retrouvé les anticorps dirigés contre le coronavirus dans le lait maternel. Et on sait bien que les anticorps, c'est ce qui aide à renforcer le système immunitaire et à lutter contre les maladies. Donc plus un bébé va allaiter, plus il va emmagasiner ses anticorps et donc il sera plus en mesure de lutter contre cette infection. Et cela compris, est-ce qu'on peut déduire que c'est une piste qui peut conduire vers un traitement? Est-ce que c'est une base thérapeutique? Bon, disons que ce virus a été découvert il y a à peine 1 an. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont en train de se dérouler partout dans le monde. Et on attend encore les résultats pour pouvoir affirmer certaines hypothèses. Par exemple, il y a une étude qui est en train de se dérouler où le lait des femmes infectées est recueilli. Et puis, on a extrait ces anticorps dirigés contre le coronavirus. Et ils sont en train d'utiliser ces anticorps pour voir si ça peut servir pour guérir ou alors prévenir la maladie chez certaines personnes. Merci, Dr Brigitte Wanji, d'avoir accepté notre invitation. Ce sont des hypothèses, mais ces hypothèses concordent chez certains chercheurs, notamment aux Pays-Bas, en Chine, aux États-Unis, au Québec également. Il est attendu qu'il y ait une révision des pairs. À vous le plateau. Merci Évariste, merci au docteur Brigitte Wanji et que les mamans allaitent donc leur bébé et on sera certainement débarrassé plus vite de ce Covid-19. Dans la suite du journal, des scènes d'horreur à ça, dans l'Alequier. Un homme est accusé d'avoir assassiné sa concubine il y a 6 ans maintenant et violé depuis lors ses 2 filles de 6 et 10 ans. L'histoire a été reconstituée hier mardi et elle a provoqué là-bas le courroux de l'ensemble de la population de cet arrondissement de la région du centre. Le récit macabre, Pierre Evembe. Une foule en furie devant la brigade de gendarmerie de Sarre. Elle va en découdre avec cet homme, Félix Mbele, accusé d'avoir assassiné froidement sa concubine et violé ses 2 filles de 6 et 10 ans. Pour le meurtre, il est passé aux aveux, reconnaissant avoir ôté la vie à sa partenaire en 2014, alors qu'on la croyait en aventure, fatiguée des violences de son compagnon. La reconstitution des faits à son domicile à Polo, non loin de Sarre, a permis de revivre l'effroyable scène et puis de retrouver lui-même les restes de la dépouille mortelle dans une fosse après 6 ans. C'est le deuil pour la famille restée dans l'expectative depuis le temps. Et les 2 petites orphelines dont l'aînée, depuis la disparition de sa mère, a subi les assauts sexuels répétés de son père est devenue à 10 ans semblable à une femme de 45 ans qui nécessite urgemment un suivi d'experts. C'est grâce à une voisine et au chef du village Polo, exténué par les hurlements des enfants, que les gendarmes vont mettre la main sur le suspect. Il y a donc lieu vraiment de féliciter la population et de les encourager à venir collaborer avec nous. C'est un présumé tueur et violeur qui affirme au pendant être délivré d'un lourd poids, surtout que la défunte serait enceinte et à terme au moment du crime. Le mal n'aurait donc décidément pas de limite. Allons voir ces innovations dans les concours de recrutement à la fonction publique. Des candidats qui ont passé des épreuves orales en visioconférence ce mercredi au concours de formation des élèves de l'INJS et des SENAGES session 2020 face au jury, mais à des kilomètres de là, des candidats de plusieurs régions du Cameroun. Une initiative rendue possible grâce à la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le réseau de l'IAI. Victor Lema raconte l'expérience. Voulu que nous simplifions et que nous dématérialisions les procédures administratives. L'administration doit être simple, elle doit être expéditive. Il y a ensuite le fait que, comme vous le savez, la pandémie du Covid nous oblige à véritablement réfléchir maintenant pour essayer de voir comment nous pouvons poursuivre nos activités sans paralyser les administrations. C'était plutôt ces propos du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre Joseph Lé, expliquant la nécessité de ces innovations numériques dans la conduite de ces examens oraux.
La page des sports à présent dans le journal, nous parlons du football et de cette entrée en scène de Martin Tungu-Mpile. Il est le nouveau sélectionneur des Lions A'. Le technicien a été désigné ce mercredi par le ministre des Sports en remplacement de Yves Clément Aroga. Il sera assisté par Emmanuel Ndoumbe-Bosso et par David Pagou, l'actuel entraîneur de PWD de Bamenda qui a le vent en poupe. Le nouveau staff technique ici sous la plume de Germain Noël Essengue. À 62 ans bien sonnés, Martin Tungu-Mpile est un homme d'expérience. Le natif de l'Holodorf dans l'océan sera sa deuxième expérience comme patron de A'. La première s'est achevée en quart de finale de cette compétition en 2016 au Rwanda. Ancien sélectionneur sous Volker Finka en 2014 et de Jean-Paul Akono au JO de Sydney 2000, Martin Tungu a une parfaite maîtrise des catégories inférieures. Sa marque de fabrique, modération, pondération et surtout fin tacticien. Il sera assisté d'Emmanuel Ndoumbe-Bosso comme premier adjoint. Les deux hommes ont conduit les Lionceaux au Mondial colombien de 2011. L'adjoint de Ntungu est d'ailleurs le premier entraîneur national à atteindre les quarts de finale du CHAN. C'était en 2011 au Soudan. L'actuel entraîneur de Coton Sport de Garoua est un fin connaisseur de la Ligue 1 au même titre que son homologue David Pagou, promu deuxième adjoint. Bosseur, intègre, homme de terrain, c'est originaire de la région du Nord, a décroché le titre de champion du Cameroun la saison dernière. Le nouveau staff technique doit trouver une solution magique à la maladie des A', le silence de ses attaquants devant le but adverse. Et on croise les doigts et on espère. Le modèle Cameroun dans l'organisation des grands événements sportifs inspire les autres nations. L'Ivoirien Mahama Koulibaly, il est le conseiller spécial du président du COCAN de Côte d'Ivoire. Il est au Cameroun depuis hier mardi pour échanger avec le COCAN Cameroun pour espérer une meilleure organisation de la CAN dans le pays des éléphants. Ce sera en 2023. Germain Noël Essengue sur cette délégation ivoirienne. Après plusieurs essais concluants en termes d'organisation, l'école Cameroun devient une référence. On est venu pour apporter notre contribution, notre soutien et apprendre également parce qu'il y a aussi de bonnes choses qui sont faites. Sur les deux CAN à venir, il faut une synergie d'action entre Yaoundé et Abidjan. Il était important pour nous de nous rapprocher du Cameroun pour pouvoir comprendre l'organisation qui se fait afin de partager notre expérience parce qu'en 2023, la Côte d'Ivoire organisera la Coupe d'Afrique. Le projet CAN ne saurait être le seul apanage du pays hôte. Tous les pays africains doivent organiser de façon qualitative la Coupe d'Afrique afin qu'on ne trouve pas à redire sur la qualité des organisations des compétitions africaines. L'audience de l'Ivoirien, ce mercredi au président du COCAN, inaugure une série d'entretiens avec la FECAFOOT, la direction du tournoi et les commissions techniques. Preuve que le Cameroun se vend bien. Et c'est la fin du 20h30. On retient essentiellement ces augures pour la relance post-Covid. La bonne nouvelle qui vient du Fonds monétaire international, l'institution de Bretton Woods octroie 87 milliards environ au Cameroun, alors que se tient demain, jeudi, une 11e session du CBF, le Cameroun Business Forum, et l'objectif est de booster l'économie nationale. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Alvin Giselze et de Augustin Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit. Il sera présenté par Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après ce journal Institut universitaire du Golfe de Guinée, un magazine pour raconter l'institution. Et je vous dis déjà très belle soirée avec ces programmes de la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
CRTV News, ici, toute l'info.